Bonjour, bonjour à tous, hein, et merci là, pour votre participation à ce mardi de l'Urba EA. On avait décidé donc on avait fait le constat là, avec plusieurs animateurs des projets là, qu'on avait en fait comment dire, un ensemble de ressources, hein, sur les problématiques de data qui est assez important, avec beaucoup de projets qui ont été menés par le club. Je vous le remontrerai ça sur un slide là, dans l'intro. Et bon, tout particulièrement sur les 2 dernières années, là, plusieurs projets dont on n'était pas forcément sûr, on va dire, faut dire comme ça, que finalement il y avait une connaissance de ces ressources, donc de ces travaux, et que ça pouvait donner lieu aussi finalement à une mise en perspective un peu plus forte, en mettant en lumière une forme de consolidation, on va dire, de ces différents travaux qui permettent d'aborder le sujet de la data sous différents angles. Donc voilà, donc ça c'est le propos qu'on a cet après-midi. La donnée, bien sûr, enfin les questions sur les données, c'est consubstantiel de l'architecture d'entreprise de longue date, ça c'est clair. Bon, historiquement, on est tous bien au clair sur le fait que ces données, ça constitue des informations qui sont vitales pour les entreprises, pour leur activité, leur efficacité. Ce qui émerge depuis plusieurs années maintenant, c'est le fait que ces données, ou certaines d'entre elles, sont aussi l'occasion de développer des nouveaux services, des nouvelles dimensions business à forte valeur ajoutée. Donc on va bien évidemment aborder ces différentes perspectives, et tout particulièrement, donc, la proposition, c'est d'aborder la data cet après-midi au travers de 4 grands thèmes: les enjeux, les besoins, la dimension stratégie et gouvernance, les questions d'usage et beaucoup sur la dimension valorisation des data, et puis la dimension services et outils. Donc cette dimension services et outils, on en aura un focus particulier sous l'angle du SI data centric. Alors, l'agenda plus précisément, bon, on retrouve les points que je viens de donner. On va avoir une intro pour resituer cette question du sujet data vu du club. Et puis bon, on va redérouler là, les 4 axes dont je parlais: enjeux, besoins, stratégie, gouvernance, usage, valorisation. On va se prendre une respiration quand même, hein. Et puis Laurent Drouin de la RATP là, nous fera partager donc son témoignage et retour d'expérience du comment avance ce sujet-là au sein de ce grand groupe. Et puis la dimension outils, on va l'aborder sous un angle particulier, le sujet de l'architecture data-centrique, avant de conclure sur les apports de l'architecture d'entreprise et de l'architecture d'entreprise, tout particulièrement sur ce sujet data. Alors les intervenants, on est nombreux et en même temps on n'est pas tous là. Daniel interviendra un petit peu aussi, mais de façon un peu ponctuelle. Bon, Laurent, j'en ai parlé. Et puis aussi donc deux autres animateurs de projet sur ces questions data, donc Gilles Ligori et Bruno Rizzi. Donc tout un ensemble de noms que plusieurs d'entre vous connaissent. Les données, hein, au cœur de la société et de l'économie numérique, bon, on est sous une approche de la data qui est très diversifiée. Bon, vous voyez en fait une liste, en fait, une proposition de liste de toutes les formes de ce que peut recouvrir le terme data. On va commencer bien évidemment par les traditionnelles tables des systèmes de gestion de bases de données. Mais la data, ça recouvre tout un ensemble de choses. Bon, j'en fais pas la liste exhaustive ici, hein, mais il y a bien évidemment toutes les questions d'images, de vidéos, mais aussi de documents, et puis des sujets qui finalement font aussi partie des dispositifs de data, des dispositifs de connaissances, et qu'on n'assimile pas toujours aussi naturellement à cela, comme les contenus de sites web, ou voire même des algorithmes, des bases d'intelligence artificielle qui sont très imbriqués avec tout ça. On est donc sur un sujet très divers qui adresse la société, et sur lequel donc les enjeux de développement de valeurs propres se sont particulièrement accrus ces dernières années. De même, et ça c'est un peu surtout en termes de sécurité que d'atteinte d'images ou autres. Et puis il y a un défi qui est là aussi depuis pas mal d'années dans le paysage, mais qui est vraiment qui ne s'est pas simplifié, voire largement complexifié. C'est la question aussi de la conservation mémorielle, de l'archivage.
sur des temps longs, avec des formats techniques très changeants, très volatiles, et comment arriver à ne pas perdre toutes ces informations. Commenter rapidement cette première aventure, en fait, hein, donc le lien finalement entre data et trame des activités de l'architecture d'entreprise, on les trouve quasiment presque partout, on va dire d'une façon explicite. Alors bon, c'est à la fois sur le fait de renforcer les fondations du SI, c'est dans la définition de l'architecture de référence, là tout en amont dans le foncé, mais c'est bien évidemment aussi dans les sujets de maintien de la connaissance du SI, et tout particulièrement sur les data, sur les objets métiers. C'est aussi dans le pilotage de l'AE, et on va le revoir parce qu'il y a des dimensions, on va dire, qui sont très corrélées à la gouvernance. C'est aussi dans le cadre de la gouvernance patrimoine applicatif. Deuxième point, donc c'était sur un petit retour, un petit coup de rétroviseur sur les sociétés en fait qui nous ont accueillis, qui ont accueilli le club, et spécifiquement sur des événements liés aux data. Tout particulièrement, je dirais, la RATP en 2019. Donc on était encore dans le monde d'avant. On a eu un mardi d'Urbaeva hébergé à la RATP dans leur grand auditorium. Et donc Laurent Drouin était notamment pilotage de tout cet événement chez la RATP. Autre événement hébergé par BNP Paribas en 2018, où on avait pu réunir de nombreux Chief Data Officers qui nous ont fait part de leurs expériences et de la façon dont ils travaillaient avec les architectes d'entreprise. La Société Générale nous a accueillis en 2017, mais on était sur une autre thématique. On n'a pas encore été accueilli par Elon Musk. Et dernier point, donc la data, un vieux data du club. Effectivement, on a eu l'occasion de mener dans cette période de 2010 à 2020 11 projets. Je vais vous en parler à l'instant. Alors je vous disais donc 11 projets qui ont été menés dans les 10 dernières années par le club. Bon, on ne va pas regarder dans le détail chacune des thématiques de ces projets. En fait, on a 4 projets tout particulièrement qui nous ont aidés, qui ont été à la source de ce mardi de l'Urbaeva. Donc le projet diversité des approches des parties prenantes de la data, mené l'an dernier. Le projet pratique concrète pour exploiter la valeur des données, mené en 2019. Le projet guideline concrète pour mettre en place un SI data-centrique, mené en 2018. Et gouvernance de l'information et de sa gestion en entreprise, donc plus ancien, 2017, mais avec des enseignements qui restent encore valables aujourd'hui. Les questions de gouvernance ont une volatilité moins grande, on va dire, que des questions technologiques, par exemple. Ce qu'on fera à l'issue de ce mardi de l'Urbaeva, au-delà de mettre à disposition le support de la présentation d'aujourd'hui, on mettra en fait dans la publication les liens vers chacun des rapports de ces projets pour que vous puissiez les rechercher, les approprier si vous en avez le besoin. Donc j'ai eu besoin, je vais laisser la parole à Gilles sur ce slide. Ouais. Ouais, bonjour. Ouais, donc effectivement, dans les différentes réunions qu'on a pu mener, les retours d'expérience que l'on a eu, soit dans la littérature, soit auprès des membres du club, en fait, les enjeux de manière un peu macro, on peut les synthétiser en deux gros paquets, sachant que bien sûr, ils se recoupent, tout ça. Souvent, c'est issu de problématiques liées au risque. Alors bien sûr, tout ce qui est lié aux enjeux des règles et de la conformité, il n'y a pas que le RGPD, il y a des risques liés à certains secteurs, que ce soit notamment la banque et l'assurance, et aussi à quelque chose qui devient de plus en plus prégnant, c'est tout ce qui est effectivement sécurité et préservation, à la fois sécurité parce qu'il y a des ransomware, donc il y a des difficultés, on voit bien, à protéger les données, mais ce n'est pas seulement ces éléments-là qui sont très, je dirais, défensifs, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera valorisation des données et enjeux, mais il y a aussi une valeur qui est apportée dans ces réflexions-là, une valeur liée à la valorisation des processus, des métiers, souvent lié, on y reviendra, sur de l'optimisation de processus, et aussi parce que, on y reviendra aussi juste après, la donnée est, je déflore à peine le sujet, elle est un peu perçue comme étant un asset,
Et donc, du coup, la donnée a une valeur, on y reviendra aussi. Et donc, du coup, se posent des sujets liés au référentiel, à la mise en référence, à la mise en sécurité de ces données. Donc, on voit que à la fois les sujets de valeur, à la fois les sujets de risque sont imbriqués fortement dans toutes les enjeux auxquels les entreprises essayent de répondre. L'autre constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, beaucoup des acteurs que l'on a croisés sont un peu dans des étapes un peu de transition qu'on a essayé de représenter dans la courbe classique là, que vous avez à l'écran, qui est une courbe dite en J, même si ça se transforme un peu en W. C'est effectivement une première phase où beaucoup d'entreprises ont investi. Beaucoup ont investi notamment sur des plateformes, on y reviendra, de big data. Et donc après ces investissements-là, donc il y a première phase donc, où on creuse les investissements. Donc là, effectivement, on dépense de l'argent, les projets sont assez peu rentables. Beaucoup d'entreprises se retrouvent dans la phase ici intermédiaire, c'est-à-dire ce on va appeler un peu plus tard la mise à l'échelle, c'est-à-dire trouver une phase dans laquelle toutes ces initiatives-là sont en phase de tentative de générer de la rentabilité. Donc, c'est une phase où effectivement, on essaye de répondre aux enjeux valeurs dont on a parlé tout à l'heure et certaines d'autres qui effectivement se retrouvent dans une étape de maturité, c'est-à-dire qu'elles ont trouvé des pistes de valeur. Maintenant, il faut maximiser et être en étape 3 et notamment être au-dessus de la courbe de maturité et donc de maximiser les investissements qu'ils ont faits. Et pourquoi ils n'y arrivent pas ou pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce que souvent, effectivement, ils font face, malgré les technos, on y reviendra, big data, ils font face à des défis liés à la collecte de toutes ces données-là, de toutes les données dont a parlé Michel en intro. Pas que les données liées au legacy, mais tout ce qui vient du digital notamment. Donc ils essayent de répondre à des problématiques de gros volume. Et ils rencontrent aussi, et c'est pour ça que je parlais de généralisation tout à l'heure, ils passent aussi par des problématiques de généraliser cette démarche-là pour en maximiser la rentabilité. Donc souvent, ils ont fait dans les étapes 2, on y reviendra aussi, je défore plein de sujets là, quelques use cases qui sont pertinents, où il y a de la valeur, ou alors il y a de la sécurité, mais tout l'enjeu, effectivement, c'est de mettre à l'échelle et de pouvoir maximiser. Donc voilà, on a beaucoup d'acteurs qui étaient entre la phase 2 et la phase 3 pour les acteurs qui participent au club. Donc du coup, les enjeux auxquels ils font face, on le disait, aujourd'hui, le marché essaye d'y répondre. Donc effectivement, il y a tout un tas de nouveaux fournisseurs qui proposent tout un tas de technologies différentes pour maximiser et améliorer l'utilisation des données. Bruno en parlera notamment plus tard. Il y a aussi effectivement un élément important dont on parlera aussi au niveau architecture, c'est le fait de proposer des offres cloud et donc du coup de soulager la problématique de stockage de gros volumes. Mais cela, ça pose effectivement des questions, comme on le disait tout à l'heure, des enjeux de sécurité et du coup côté SI, des problématiques d'architecture et donc d'architecture hybride entre des architectures on-premise bien classiques et des architectures cloud. Et puis il y a un autre élément aussi qui rend difficile aussi ces mises à l'échelle, c'est effectivement lié au nombre de technologies qui sont proposées. C'est du coup, il y a un effet de rareté sur le marché. Il y a un effet de rareté des compétences, à la fois parce qu'il y a beaucoup de techno et à la fois parce que pas beaucoup de gens ont le temps de se former. Et enfin, tout ça impose aussi des problématiques d'architecture et notamment d'interopérabilité et d'échange de données. Alors, bien sûr, dans l'entreprise, entre son legacy on-premise et ses plateformes au cloud quand elle en active, mais aussi avec ses partenaires à l'extérieur. Et du coup, cela pose un certain nombre de soucis. C'est qu'effectivement, tous ces sujets-là nécessitent un regard qualitatif sur les données
pourquoi poser un regard qualitatif? C'est à un moment donné de prioriser la collecte des données, de ne pas tout récupérer, mais de récupérer des données qui portent une valeur. Donc, du coup, la partie qualité. Et du coup, pour avoir un regard qualitatif, eh bien évidemment, il faut les qualifier, ces données. Il faut les segmenter. Elles n'ont pas toutes la même valeur. Et donc, du coup, ça pose aussi la question de les valoriser. C'est pour ça qu'on a fait, on a mené un projet justement orienté sur la valorisation des données. Donc, je parlais à l'instant effectivement de défis. Alors, je parlais plutôt de défis liés aux données, et défis liés à l'architecture. Il y a aussi des défis qui est lié à l'organisation. Et donc, du coup, ça fait émerger dans les entreprises et dans les membres du club, ça a fait émerger un certain nombre de nouveaux rôles, de nouveaux acteurs. Et effectivement, on commence à parler effectivement de sponsors et plutôt métiers puisque c'est pour eux qu'on va valoriser des données et c'est pour eux qu'on va travailler en termes de process, notamment à valoriser. On parle aussi du coup d'acteurs liés à la gouvernance, on va y revenir. Donc, on parlera effectivement de data officer, de chef data officer, de directeur, et bien sûr, généralement, l'informatique n'est pas très loin. On va aussi parler effectivement de gens qui vont être prescripteurs ou auditeurs, en tout cas qui vont participer à cette transformation-là. Bien évidemment, les gens côté DSI qui s'occupent de la sécurité. Bien sûr, des gens qui vont être responsables de la partie qualité. Et on ne fait pas tout ça pour rien, on fait aussi ça pour qu'il y ait des acteurs opérationnels qui puissent intervenir sur les données, sur ces données-là. Alors, deux gros acteurs, hein, des gens qui pilotent les process et qui essayent de les améliorer, c'est ce dont je parlais tout à l'heure au niveau enjeu, et puis des gens qui vont manipuler la donnée, qui vont la scruncher. C'est plutôt des data scientists. Et les data scientists, effectivement, on le verra, ça va de l'analyse de données classiques, statistiques, ça va jusqu'à effectivement des moteurs d'intelligence artificielle. Donc voilà, on voit que ce chantier et ces initiatives data déclenchent aussi au niveau organisationnel des rôles et la mise en place, notamment de la gouvernance dont on parlera juste après. Et donc, effectivement, pour faire le lien avec l'organisation dont je parlais juste avant, effectivement, on en vient à créer des rôles et des fiches de responsabilité un peu particulières. Et notamment, je dirais, le cœur du réacteur, c'est le Chief Data Officer, c'est le fameux CDO, et dont l'objectif, effectivement, est de piloter le patrimoine. Donc, on voit bien on valorise, hein, c'est de vraiment piloter le patrimoine des données, mais ça se fait effectivement avec des grands défis, des grands enjeux qu'il doit relever. C'est effectivement faire prendre conscience aux organisations que la data et un certain paquet de data est un actif stratégique pour l'entreprise et du coup fédéré autour de lui pour que ça soit considéré comme un bien commun. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, en faciliter sa valorisation, en faciliter sa mise en sécurité. Et du coup, quand on parle valorisation et sécurité, on ne peut pas faire l'économie de parler de conformité. Et de conformité, on va y revenir dans l'absolu, mais aussi conformité liée aux usages. Usage qui est un mot dont on utilisera pas mal par la suite. Mais bien sûr, au-delà du simple CDO, effectivement, ça implique de gérer un certain nombre d'autres fiches. C'est qu'effectivement, au-delà du CDO qui est effectivement dans le cœur du réacteur et un des acteurs incontournables, effectivement, il y a d'autres rôles qui doivent être fixés autour de la data avec à peu près la même segmentation de tâches. Si effectivement tout ce qui est les autres fonctions, donc on parlera effectivement de DPO pour parler de protection, on parlera de data scientist
j'en ai parlé tout à l'heure. On parlera aussi, mais ce n'est pas exhaustif, d'archiviste, parce qu'effectivement, il y a aussi ce rôle-là de pouvoir mettre en sécurité et historiser un certain nombre de jeux de données et de photos et de snapshots. C'est aussi un des sujets. Bon, vous avez dit data gouvernance et data valorisation. Alors, bonne pratique d'initialisation de gouvernance. Est-ce qu'on attaque globalement, on définit tout et ensuite on met ça en musique, ou est-ce qu'on part d'initiatives locales? Bon, l'après-coup, on va dire, ce sera de partir de l'une ou de l'autre. On va le voir en fonction de l'organisation ou du périmètre. Ça peut être aussi les deux en même temps, bon, en fonction des contextes. Gouverner, c'est structurer les activités. Donc on va le revoir, il y a notamment 3 couches, stratégie data, gouvernance data, management de data, qui sont clés dans ce sujet de la gouvernance. Sur les usages défensifs ou offensifs, donc ça on va le revoir, c'est dans le détail, hein, avec l'analyse de la rentabilité côté défensif, la gestion des risques côté défensif, l'amélioration de la prise de décision. Là aussi, on s'appuie sur la data, donc de façon défensive sur ces positions. Alors défensive, hein, c'est aussi de bonne gestion, hein. Et puis il y a la dimension business en tant que telle, avec ce que ça apporte en termes de renforcement de la connaissance client, l'élaboration de nouveaux produits et de services, l'amélioration des services aux clients. Et donc là, on est vraiment sur un usage offensif et très business. La vision proposée par Henri Isaac. Donc ça, on va le détailler. Donc c'est sur d'où provient finalement la création de valeur par la donnée. C'est assez récent finalement, hein, cette proposition, cette réflexion proposée par Henri Isaac, ça date de 2016, et on va le développer dans les tout prochains slides. Oui, puis alors là, le print screen n'est pas très bon. Bon, on va le revoir. Il y a un petit raté sur cette impression-là, d'où provient la valeur de la data, et elle provient aussi de la massification, et principalement de la massification des données, qui permet vraiment de lancer des analyses et de dégager des corrélations qu'on ne peut pas forcément faire sur des faibles volumes de données. Alors là, on va parler de stratégie de gouvernance. Je crois que c'est... Je crois que c'est moi qui vais tenter Alors, gouvernance des données. Gouvernance des données, c'est un sujet complexe. Alors, on va pointer 2 familles de défis, voire freins parfois, sur la mise en place, l'émergence d'une gouvernance de données efficiente. Sur le plan stratégique, tout d'abord, il y a la reconnaissance même des enjeux de gouvernance sur ce sujet de data. Et donc, au sens d'une reconnaissance d'enjeux transversaux à l'entreprise. Et ce qui émerge, ça c'est pas nouveau, les enjeux sont bien connus de chaque entité métier. Et reconnaître en fait cette dimension transversale sur certaines données, et en général c'est celle qui va apporter le plus de valeur, c'est pas forcément si accepté que ça dans l'entreprise. La donnée perçue comme un bien particulier, ça rejoint un petit peu ce premier point où on était sur des enjeux perçus au niveau transversal ou des enjeux perçus au niveau local. D'autre part, c'est cette notion finalement de bien, de propriété qui peut être considérée par une entité en tant que telle, au lieu d'un asset d'entreprise. Donc les deux points sont assez proches et se rejoignent. Sur le plan stratégique, c'est aussi la question de la mobilisation, alors de la direction générale, ou en tout cas de direction métier. Et cette mobilisation, alors là aussi on ne peut pas en faire de généralité complète, mais dans différentes entreprises, elle reste encore mesurée, voire on a le terme d'inconstante, c'est-à-dire qu'elle ne se poursuit pas forcément dans la durée. On a parfois certaines velléités. Alors on voyait tout à l'heure avec la courbe en J, voire en W que nous présentait Gilles, notamment quand on commence à creuser les investissements, mais qu'on ne voit pas tout de suite le retour sur investissement, il peut y avoir une certaine démobilisation, on va dire, du management, alors que justement on est sur des choses sur lesquelles la courbe de maturité, la montée de la valeur finalement n'est pas immédiate. Alors sur le plan pratique, là aussi plusieurs défis.
la dissémination des données. Donc là, on est bien évidemment dans une, comment dire, dans une captation opérationnelle de la donnée, beaucoup plus par entité, voire même par silo. Et donc, cette dissémination des données, et au-delà de cette dissémination ou de cette collecte par silo, la capacité de mise en transversalité derrière en est parfois réduite. La résistance au changement, c'est-à-dire qu'on a quand même un changement, enfin c'est pas quand même, on a un changement culturel très très important pour réellement être dans une entreprise, je dirais, data-driven. Et donc cette résistance au changement, elle est d'autant plus forte que la gouvernance n'est pas mise en place, qu'il n'y a pas eu de conduite du changement aussi sur la mise en place de cette gouvernance, et qu'elle n'est pas suffisamment soutenue par l'ensemble du management. L'absence ou la volatilité de propriétaire, alors déjà, la notion de propriétaire de données, c'est aussi une notion qui est parfois controversée. Sur certaines données transversales, on a parfois du mal à faire émerger, alors propriétaire ou responsable de données, on peut rester encore un tout petit peu sur ça, merci. On a du mal parfois à faire émerger une vraie responsabilité sur certaines données. Et quand on commence à mettre en place, on va dire, ces notions de propriété ou de responsabilité sur certaines données, on cherche à avoir un investissement sur la totalité du cycle de vie de la donnée. Et ça, c'est quelque chose d'assez délicat. Un point sur la crainte d'une charge administrative supplémentaire, et ça, tout particulièrement poussé par la montée de différentes réglementations et tout particulièrement la RGPD. Bien évidemment, ça rajoute des choses, ça rajoute des travaux. Et le dernier point, donc, c'est la difficulté à développer finalement un cadre global, transverse, et qui viennent pas s'opposer, mais qui viennent compléter, on va dire, les initiatives sectorielles ou locales, et qui viennent aussi y apporter d'ailleurs plus de valeur, mais qui soient capables vraiment de jouer un jeu d'équipe sur la data. Donc établir les bases d'un cadre commun de maîtrise de l'information. Il y a trois problématiques qu'on souhaitait mettre en avant, qui ont été mises en avant dans nos projets. La mobilisation de la direction, on l'évoquait dans les défis, au niveau DG, au niveau COMEX réunissant l'ensemble des directions métiers et de la DSI, et le fait de s'assurer de leur engagement sur la durée sur ce sujet-là, au-delà du fait qu'il faille y investir pendant quelques temps, on va dire, au départ à perte. Il va y avoir des approches par essais, erreurs, succès, bien évidemment, et ça, c'est pas toujours si facilement entendable de la DG ou du COMEX. Élaborer et faire valider un cadre de gouvernance globale. On est en fait finalement sur le projet de faire émerger une politique d'entreprise, une nouvelle politique d'entreprise, et qui va s'imposer à tous, avec un partage, on va dire, des enjeux transversaux tout particulièrement. Et puis le dernier point, c'est que tout en étant un grand changement culturel, ce côté s'orienter dans une entreprise data-driven, il y a tout un ensemble de pratiques existantes sur lesquelles il faut s'appuyer parce que elles sont déjà des atouts. Il faut les valoriser, il faut les doper, il faut s'appuyer sur les compétences et les structures de management en place. Et tout particulièrement, c'est les directions métiers quand même qui sont à la source de ces informations opérationnelles. Et c'est là que sont les sachants, on va dire, sur les données. Et donc, ce sont ces sachants aussi que l'on peut mettre en mouvement dans d'autres dynamiques de collaboration pour qu'ils puissent apporter leur propre valeur ajoutée dans des approches plus transversales. Alors, les leviers de mise en place d'une gouvernance des données, on en a deux familles, on va dire. Les leviers traditionnels et obligatoires, donc on les connaît et ils donnent déjà lieu, on va dire, même dans des entreprises qui ne sont pas encore, je dirais, très data-driven, ils donnent déjà lieu à des sujets de gouvernance, même si ce n'est pas à proprement parler une pure gouvernance de données. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Les référentiels d'entreprise, les questions de pilotage, notamment au sens décisionnel, j'allais dire classique, qu'on connaît quand même depuis pas mal de temps. Et donc là aussi, il y a des problématiques de gouvernance de la data pour arriver à fiabiliser finalement la qualité de ce pilotage et des indicateurs qui sont fournis au management.
Il y a les sujets réglementaires, hein, on est bien là-dedans depuis longtemps, et même si depuis 2018, ça s'est renforcé sur la question des données personnelles. Donc les réglementations existent depuis longtemps. Dans certains domaines, elles ne touchent pas que les données personnelles, hein, donc la réglementation sur la data. Donc ça pousse, et c'est un gros levier de gouvernance. Et puis les questions de sécurité. Sur les nouveaux leviers de valorisation, donc là, on est sur ce côté recherche de nouveaux services, nouveaux business. Et donc, ce qui pousse finalement à ce moment-là à mettre en place ou à soutenir la pertinence d'une gouvernance des données, c'est le très vaste sujet Big Data, complété par l'IA maintenant. Et puis le sujet Open Data aussi, hein, notamment dans de nombreuses organisations publiques, sujets qui s'imposent, de mise à disposition de data pour le bien de la collectivité, et puis que certaines entreprises aussi privées mettent en avant en partage. Et puis on a vu que les sujets data dans le cadre du numérique sont très très larges. Il y a des dimensions qui sont rarement adressées, des questions autour du content management, hein, donc c'est-à-dire la gestion par exemple du contenu de sites web ou d'applications très, très, très multimédia. Des questions aussi autour du knowledge management. Donc le knowledge management, c'est très très large, hein, comme problématique, mais notamment on peut parler de la capitalisation de connaissances de l'entreprise. Donc c'est pas forcément de la donnée structurée, il y a aussi de la gestion documentaire, beaucoup là-dedans. Ça c'est quelque chose qui est quand même rarement adressé dans les dispositifs de data gouvernance. Et globalement, le collaboratif, avec tout ce qu'on est capable de s'échanger, hein, par les différents outils collaboratifs de l'entreprise, et qui n'est quasiment pas, ou presque jamais, je dirais, mis sous dynamique de gouvernance. Donc finalement, peut-être un dernier petit coup de clic sur le slide. Dans les pratiques actuelles, en fait, hein, la gouvernance des données, elle adresse quand même aujourd'hui encore principalement les données structurées, mais ça monte quand même beaucoup sur d'autres données, on va dire numériques, je ne sais pas si l'adjectif est bon, telles que les images, tout particulièrement. Et puis ça dépend aussi des secteurs et des activités. Hein. Dans l'industrie pharmaceutique, la gouvernance de la gestion documentaire, c'est des choses qui déjà sont menées depuis pas mal d'années. Il y a beaucoup d'enjeux derrière, notamment dans la R&D, à avoir une bonne gouvernance et une bonne capitalisation de tous ces richesses documentaires. Dans des contextes de médias, la gouvernance des données au sens image, bien évidemment, là aussi, hein, des problèmes premiers. Mais dans pas mal d'autres secteurs, finalement, ces données, on va dire, qui sortent du champ de la donnée structurée classique, ne sont pas forcément mis dans le périmètre de la gouvernance. Alors, on a beaucoup parlé là de gouvernance de données, et effectivement de partage de connaissances, de tous les moyens pour la comprendre, cette donnée-là. Mais en essayant effectivement de mettre en place des SI data-centric, data-driven, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, au-delà de la propre valeur de la donnée, une donnée client, ça a une valeur, une donnée de chiffre d'affaires, ça a une valeur. Il y a surtout l'usage qui va en être fait, qui est important, et on y reviendra sur la partie valorisation. Et donc, du coup, ça amène à se poser la question de gouverner non seulement les données, mais de gouverner aussi des usages. Et effectivement de savoir qui a le droit d'obtenir une donnée, mais qui a le droit aussi de la manipuler. Et l'exemple classique, effectivement, sont tous les process liés à la RGPD, où effectivement on manipule de la donnée client, mais dans un contexte bien particulier, avec une base réglementaire derrière. Et au-delà, effectivement, de juste parler données, et donc parler, comme on le disait tout à l'heure, propriété, qualité, gestion, du coup, l'usage et la gouvernance des usages implique effectivement de définir un certain nombre de règles. Alors, des règles sur effectivement des savoir-faire techniques et fonctionnels pour manipuler ces données-là. Voilà, on ne gère pas des règles de pure RGPD n'importe comment, il y a des règles à définir, par exemple. De définir du coup bien les cas d'usage pour être capable de les mettre un peu en catalogue et de les gouverner. Et de définir aussi qui a le droit de faire. Alors non seulement qui a le droit de voir la donnée, mais au-delà de
je la vois, qui a le droit effectivement de faire certains cas d'usage et donc d'utiliser certains cas d'usage dans certains contextes. Donc du coup, on voit bien qu'au-delà de la simple donnée, la complexité se rapporte aussi aux usages que l'on fait de la donnée et pas simplement de la donnée elle-même. Donc si on parle, puisqu'on a commencé à parler d'usage, on voit bien que l'usage est surtout utilisé naturellement pour valoriser à la fois les usages et du coup valoriser les données. Et quand on parle un peu de use case et donc d'usage mené par les différentes entreprises dans la littérature ou aussi les membres du club, on peut effectivement un peu segmenter, un peu en définitive comme les enjeux liés aux données en fait, des usages qu'on va appeler très défensifs et des usages qu'on va appeler très offensifs. Alors les usages défensifs, c'est effectivement globalement tout ce qui vise à limiter les coûts. Alors bien sûr, il y a la partie effectivement réglementaire dont on parlait tout à l'heure, mais ça va même au-delà de ça, puisque là, on essaye de gérer tous les risques, voire effectivement de gérer la rentabilité et notamment de trouver des sources de coûts et de les améliorer. Et effectivement aussi de fournir classiquement un cadre qui permette de prendre des bonnes décisions au bon moment. Et aussi des usages offensifs. Et effectivement, là, c'est tout ce qui recouvre effectivement au pendant de la limitation des coûts, effectivement, tout ce qui va viser à augmenter les revenus de l'entreprise et de lui permettre d'avoir des avantages compétitifs sur le marché, notamment vis-à-vis de ses concurrents. Et donc, ça passe par des thèmes liés à la connaissance client, des thèmes liés à des nouveaux services offerts aux clients, mais également des nouveaux produits. Donc voilà, on peut regrouper tous ces cas d'usage dans ton travail au niveau usage. Et donc du coup, quand on parle de valorisation, en fait, il faut bien combiner les deux dimensions. Comme je disais tout à l'heure, une donnée a sa propre valeur, hein, une adresse client a une valeur intrinsèque, bien sûr, c'est un asset. Mais en fait, ce qui est aussi important, c'est dans quel cas d'usage, dans quel use case cette donnée va être utilisée. Et c'est la somme des deux qui fait vraiment une première idée de la valeur complète. Et donc, dans la littérature, effectivement, on peut voir apparaître des thèmes où en fait il y en a qui disent, qui poussent le bouchon plus loin en disant que la création de valeur liée aux données, elle ne provient même pas de la donnée elle-même, ni des données qui sont autour, donc des fameuses métadonnées, ni même de l'algorithme qui permet de la manipuler, mais bien de ce que l'auteur appelle la médiation, c'est-à-dire l'usage que l'utilisateur va en faire. Donc, il va faire de la combinaison entre la donnée et l'usage, donc notamment le traitement. Il y a plusieurs approches et méthodologies qu'on a pu croiser dans les différents membres du club ou dans la littérature. Elle évolue généralement dans le temps en fonction des usages et aussi de la maturité qu'ont les entreprises de la mise en place de ce type de démarche-là de valorisation. Ça prend du temps. Généralement, ce qu'on voit, c'est que c'est quelque chose qui doit être fait en mode de co-construction, en partage. Et c'est autant un rôle dans lequel l'IT doit intervenir. Autre élément, c'est effectivement la valeur des données, elle est liée aussi souvent, et on le voit, liée aux problématiques d'algorithmie et de traitement de data science. On a d'autant plus de valeur que ce qu'on a de masse de données qui permettent effectivement de définir des tendances sur le long terme. Donc du coup, on peut être mené à parler de masse critique. Il faut avoir un certain volume de données pour certains use cases, pour que le use case soit pertinent et pour que du coup les données soient valorisées. Et donc du coup, ça introduit un élément, c'est qu'un des vecteurs pour dénicher de la valeur aux données, ça passe souvent par le data scientist, parce que le data scientist, lui, il fait le pont entre la data, notamment sa dimension un peu technique,
les métadonnées qui y sont liées, mais aussi la compréhension business et donc la compréhension du besoin porté par les équipes métiers. Et c'est un peu lui qui fait la synthèse entre les deux. Dès on pose question d'usage, très très vite la valorisation, mais la valorisation, c'est pas encore quelque chose qui est très figé. Au contraire, ça évolue dans le temps. Du coup, je vais prendre la main. Bonjour à tous. Quelle que soit l'approche que les entreprises aient adoptée en data first, en usage first, en approche combinée, et qu'elle soit très mature ou non, dans tous les cas, on part d'une situation initiale où il y a déjà des données qui sont valorisées. Donc qui sont déjà exploités à travers des cas d'usage qui sont déjà implémentés. Il y a aussi, ne serait-ce que par exemple un simple reporting, des indicateurs de pilotage, c'est déjà une manière simple de valoriser la donnée. Au-delà des données qui sont déjà valorisées, il y a forcément des données qui sont valorisables. Ce qu'on appelle les données valorisables sont des données qui sont déjà prêtes, qui sont disponibles, utilisables et qui n'attendent somme toute que le bon cas d'usage, le bon projet pour être utilisé. L'ensemble de ces données valorisées et valorisables, à l'époque, ça fait que 3 ans, mais on est déjà à l'époque, c'était ce qu'on appelait le new oil. Vous savez, la donnée, c'est le nouveau pétrole. Ben, voilà, on avait déjà un gisement exploitable sous la main qui était prêt à être utilisé. Par contre, tout l'enjeu est d'étendre la surface de ce gisement. Et là, on a besoin de travailler sur deux axes principalement, plus un troisième qui est un prérequis, le prérequis étant la disponibilité de la donnée. Alors, disponibilité technique, si la donnée est enfermée dans une application, dans une base de données, et qu'il n'y a pas de moyen de l'extraire pour des raisons techniques, forcément, on ne risque pas de la valoriser. Et aussi d'un point de vue gouvernance. Michel a effleuré tout à l'heure le sujet en disant, ben voilà, les données, on a une notion de propriétaire qui est un peu discutable. Il y a une gouvernance autour de la donnée qui peut être à l'échelle de l'entreprise, voire à l'échelle d'un silo, donc avec des granularités qui sont variables. Et passer les frontières, finalement, c'est pas toujours simple. Considérons que ces murs sont cassés, on est quand même face à ce qu'on appelait un double défi, à la fois de la mise en qualité et de la compréhension. On peut récupérer des données, mais ça ne veut pas dire qu'on sera capable de les exploiter immédiatement. Il faut pouvoir, par les inventorier, savoir qu'est-ce qu'on a dans ces données pour lesquelles on a un point d'accès, une prise sur laquelle on peut se brancher. Il faut les modéliser pour pouvoir les exploiter, et il faut aussi les cataloguer. Donc ça, c'est la première dimension, rendre des données non compréhensibles compréhensibles par les utilisateurs potentiels, qui en plus peuvent être multiples. Et puis, il y a le problème de la qualité de données. Ça, je pense qu'on y a tous fait face. On récupère des données dans une application et finalement, on a des données fausses, du bruit, et lorsqu'on fait tourner un cas d'usage, un algorithme, quelques moyens d'utiliser cette donnée, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et on a un vrai travail à faire à la source, en général avec le métier, pour redresser ces données et les rendre, leur donner un niveau de qualité acceptable pour le cas d'usage. Alors la qualité, c'est quelque chose qui finalement est assez relatif et dépend du contexte. On peut bien sûr voir la qualité d'une manière absolue, il faut que la donnée soit juste, mais somme toute, en fonction de l'usage qu'on veut en avoir, à quel niveau d'agrégation, par exemple, on veut l'utiliser, on peut avoir des exigences différentes. Et c'est là-dessus qu'il faut bien se mettre d'accord avec le métier, c'est quel est le niveau de qualité juste et nécessaire pour valoriser la donnée pour un usage particulier. Alors, il y a quelque chose qui a été flagrant pour le groupe de travail qui avait travaillé sur la valorisation de la donnée, c'est l'apport du cloud. C'est vraiment pour nous quelque chose qui a changé la donne autour de la valorisation de la donnée. En levant énormément de limites qu'on pouvait avoir sur les solutions techniques, et en particulier au niveau du big data.
y a un des participants qui nous avait dit que l'effet démultiplicateur du cloud par rapport à la donnée était aussi important que le big data par rapport à l'ère du décisionnel. Donc vraiment, on change complètement de dimension. Alors, comment est-ce que ça se passe? D'une part, on peut aller beaucoup plus vite, on est beaucoup plus agile, et tout ça à un moindre coût. Les 3 points principaux qui avaient été notés par le groupe de travail, c'était d'une part la capacité à déployer et à tester des technologies et des concepts rapidement. C'est pas très engageant finalement de faire un test dans le cloud par rapport à je veux déployer un Cloudera on-prem dans mon data center. Alors même si je suis déjà virtualisé, je sais qu'il y a un coût d'infrastructure, un investissement important pour faire le test. Hein. On parlait souvent de 18 mois et d'1 million d'euros pour arriver à monter un data lake. Quand on passe dans le cloud, on n'est plus du tout sur ces ordres de grandeur, bien évidemment. Modulo, les compétences. Mais ça, c'est une autre histoire et on en parlera un petit peu plus tard. Et puis, lorsqu'on a fait son proof of concept, voire son pilote, hein, alors MVP si on veut parler anglais, la phase d'industrialisation est beaucoup moins complexe que ce qu'on pouvait faire localement dans nos data centers, parce que finalement, on peut faire de la scalabilité verticale très très simplement. Donc, ce qu'on a mis en place dans le cloud, soit avec des machines virtuelles, soit carrément avec du service manager, on peut finalement assez simplement changer les paramétrages et puis augmenter la puissance. Alors, lorsqu'on fait ça de manière locale, on a beaucoup plus de choses à gérer, et le projet d'industrialisation, finalement, on sait qu'on repartait, alors pas à zéro, mais pas loin. Et si on pousse un petit peu plus loin, là, sur des cas d'usage nouveaux et avancés, et pour l'avoir vu tourner, en termes de scalabilité et de flexibilité, on peut monter un environnement big data finalement à la volée pour faire un usage pendant quelques jours, quelques heures, alors de manière récurrente ou ponctuelle. Monter un EMR chez AWS, si c'est bien configuré, ça prend une demi-heure. Et on a un environnement big data prêt à l'emploi. Alors après, il faut avoir tout l'environnement pour injecter les données, avoir les traitements qui sont prêts, etc. Mais du coup, ça ouvre des perspectives qu'on n'avait pas du tout on-premise. Alors ça, c'est le côté brillant de la médaille. Si on prend l'envers, il faut quand même bien réaliser, même si c'est de moins en moins vrai, que toutes les données n'ont pas vocation à aller dans le cloud. Alors pour des raisons stratégiques, des raisons de sécurité, les gros clouders sont américains, on a des problématiques de Safe Harbor, etc., et de Cloud Act. Et puis des fois, on a tout simplement des raisons techniques et opérationnelles qui nous empêchent de recopier simplement des données de SI industriel, par exemple. Donc cette coexistence, bien évidemment, elle doit être gérée. Elle doit être gérée sur l'intégralité du cycle de vie de la donnée. Parce que ce qui est vrai sur la création de la donnée, par exemple, les moins sur de la fin de vie, où la donnée est entre guillemets mature, au fur et à mesure de l'exécution des processus qui modifient les données, on peut même changer de owner, et les contraintes à la fois de sécurité ou même les contraintes techniques, si les données migrent d'application en application, peuvent être très différentes. Sur la partie sécurité, il y a un exemple qui est côté SNCF qui est extrêmement parlant. La planification des horaires, des plans horaires de train et les affectations de sillons, donc de tranches horaires sur les rails, c'est quelque chose qui est secret défense lorsque c'est en élaboration, et ensuite ça devient public lorsque c'est ouvert au public. Et bien évidemment, ça part dans le cloud, vu que vous pouvez accéder aux horaires
aux horaires de train sur vos smartphones ou sur le site web de la SNCF. Donc, on s'était dit, donc on abordait les 4 grandes thématiques de problématiques: enjeux, besoins, stratégie, gouvernance, usage et valorisation, et la dimension services et outils. Alors, services et outils, c'est assez large. On en a vu des facettes, y compris dans une approche frugale, là, côté RATP, enfin, en tout cas dans une première étape. Et là, on va voir un autre volet de la dimension, entre guillemets, service-outils, sous l'angle du SI data-centrique. Donc Bruno, je te laisse la main là, sur la présentation de ces éléments issus du projet Guideline pour un SI data-centrique. Ouais, en l'occurrence, c'est Gilles qui va commencer et je prendrai le relais. Ah, d'accord. Ouais, donc quand on a parlé data-centric lors du projet, effectivement, ce qu'on en a retenu, et tout le monde était assez d'accord, c'est qu'en fait, c'est un projet qui n'est pas uniquement centré sur la data, sur la qualité, mais c'est vraiment un projet de transformation qui est multidimensionnel et qui recouvre, on a essayé de les synthétiser un peu ces différentes dimensions, et on voit que ça fait collaborer tout un tas d'interlocuteurs au sein de l'entreprise. Donc, premier sujet, on en a parlé tout à l'heure, c'est un vrai sujet de culture. Je pense que là, avec le témoignage également de la RATP à l'instant, ça en fait partie, et du coup, ça définit un peu la capacité à travailler sur la valeur des données. Il y a un élément aussi, c'est la capacité à construire des use cases métiers, déterminer quelles données rentrent en ligne de compte. Donc, on en parlait à l'instant, parler à la fois de processus et de savoir quels sont les processus et les données qui étaient à l'intérieur. Bien évidemment, autre élément, c'est effectivement tout le lot data management. On n'a pas le choix. Il faut être en capacité de manipuler les données, de les mettre en sécurité et de pouvoir les diffuser, les rendre accessibles, notamment aux data scientists, mais pas seulement. Il y a un gros sujet qui apparaît, Bruno en a parlé aussi, c'est tout ce qui est la dimension technologique, et notamment avec le cloud et avec le fait qu'effectivement on ouvre potentiellement son SI à l'extérieur, même si on reste dans un cloud. C'est souvent un cloud offert par les GAFA, donc voilà. En définitive aussi, une grosse capacité qui est la capacité de gérer la gouvernance, mais gérer la gouvernance, comme on le disait tout à l'heure, à la fois liée aux données, mais à la fois liée aux usages de ces données et aux règles de data management, donc l'autre brique avec laquelle on va devoir travailler. Sujet du coup qui se pose assez largement, c'est avant même de pouvoir généraliser, on voit bien que la RATP n'y est pas encore, avant même de pouvoir généraliser la démarche et de faire une entreprise data-driven avec une architecture data-centrique, quels sont un peu les prérequis qui sont essentiels au démarrage et au lancement de la démarche. On a fait aussi cet exercice-là de les segmenter. Il y a quelque chose qui est majeur, il y a quelque chose qui est mineur. Ce qui est majeur, c'est un peu le seul que tout le monde dans le gros projet a synthétisé, c'est le fait qu'il y ait un sports on chip assez fort au niveau du COMEX pour que du coup il y ait une prise de connaissance qui soit faite de la valeur stratégique des données. C'est le seul prérequis majeur qui permet effectivement déjà d'initier et de se mettre en condition potentielle de mettre à l'échelle, c'est-à-dire de généraliser. Alors, c'est bien sûr pas le seul, mais c'est le seul majeur. Et après, effectivement, il faut se poser des questions, je dirais, très pratico-pratiques. Est-ce que les données sont accessibles? Est-ce qu'on peut en mesurer vraiment et se faire une idée de la qualité et de la fraîcheur? Et ce sont des items qui viennent par la suite. Et effectivement, on peut citer d'autres éléments qui sont effectivement tout ce qui est lié à la documentation, au sens qu'ont les données. On en parlait tout à l'heure, et également le fait d'avoir un data catalogue et même avoir un dictionnaire en parlant des données, mais aussi des métadonnées, il ne faut pas les oublier. Mais ce qu'on a conclu, c'est que pour initier la démarche,
il n'y avait pas une obligation, en tout cas ceux qui ont initié la démarche n'avaient pas obligatoirement défini de manière absolue et globale un dictionnaire d'entreprise. Voilà, c'était un peu l'élément qu'on avait creusé, qu'on avait cherché à savoir. C'est est-ce qu'un prérequis était absolument d'avoir le dictionnaire complet et partagé? Ben non. Tous ceux qui ont démarré sans ça et d'une certaine manière l'ont construit au fil du temps, c'est-à-dire un peu ce qu'a fait d'une certaine manière la RATP, ce qui vient de nous être présenté. Il reste quand même un mantra fort, c'est que même si effectivement on ne met pas le dictionnaire comme étant une pierre angulaire, on ne peut pas généraliser et on ne peut pas faire quelque chose de cohérent en termes de démarche data-centrique si on ne met pas en place des éléments liés à la gouvernance. Dès le moment où on veut généraliser, ben ça se met à coincer. Donc effectivement, en amont, il faut se mettre en situation de mettre en place assez vite des bonnes pratiques, des bonnes pratiques qui sont liées effectivement à différents éléments, liés effectivement à la disponibilité des données, à l'utilisabilité des données, c'est-à-dire vraiment qu'on soit capable de les expliquer et qu'il y ait suffisamment de profondeur pour pouvoir les utiliser. C'est pas tout d'avoir un set de données. Encore faut-il qu'elles soient manipulables et utilisables, notamment par les data scientists. Il faut vérifier, et là c'est le pan qualité, il faut vérifier qu'il y a bien une intégrité des données, il faut se garantir dans le temps que cette intégrité soit garantie. Donc effectivement, là se posent très très vite des sujets comme la RATP sur effectivement la qualité, mais aussi potentiellement les référentiels. Et autre élément, effectivement, c'est que si on veut le généraliser et que ça ne soit pas, je dirais, une embolie, ben, il faut absolument que la dimension sécurité, a fortiori si on l'utilise pour le mettre à l'échelle du cloud, il faut absolument que le sujet sécurité soit déposé et que les règles de bonnes pratiques sur la sécurité soient mises en place. Alors, quand on a lancé ce projet sur le SI Data Centric, bien évidemment, tout le monde voulait repartir avec qu'est-ce qu'une architecture data centrique? Est-ce qu'il y a une architecture data centrique? Est-ce que je peux avoir le blueprint de l'architecture data centrique? Bon, évidemment, il n'y en a pas une. Il y en a autant qu'il peut y avoir d'entreprises, voire de domaines dans l'entreprise. Par contre, on a réussi à déjà définir que, en général, pour avoir une architecture data-centrique, on a besoin d'une plateforme data. Ça, c'était une première chose. Et qu'on retrouvait un certain nombre de capacités de manière systématique ou quasi systématique. D'une part, il y a des fondamentaux qui sont toujours là. On a parlé du dictionnaire de données. Je ne vais pas y revenir dessus, mais voilà, c'est le catalogue des données qu'on peut exploiter et qu'on peut valoriser. Les référentiels, vu qu'on est tous architectes et ou urbanistes, je ne vais pas revenir dessus non plus, c'est quelque chose qu'on travaille depuis des années et on a eu un débat assez intéressant sur le sujet. Et la conclusion, c'est pas de salut sans référentiel. Ça reste un des piliers auxquels on raccroche les données opérationnelles, qu'on soit dans une plateforme de données ou pas. Et le mythe qu'il y a pu y avoir il y a quelques années de mettons toutes les données dans le lac et on s'y retrouvera un peu plus tard, bon, on voit que ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment une concordance de retour d'expérience parfois cuisant sur le sujet, le référentiel qui permet voilà, de retrouver nos petits dans le lac. Et puis une architecture sur les puits d'événements qu'on connaît bien au club René Mandel en étant, je ne sais pas s'il en était complètement le créateur, mais en tout cas un fort promoteur qui permet d'historiser les données de manière non intrusive. Une fois qu'on a posé ces fondamentaux, on a dans le sens horaire un pipeline de données très très générique, mais sur lequel on peut poser les différentes briques dont on a besoin. La première chose, c'est de pouvoir ingérer les données dans la plateforme de données. Et le point important, c'est que l'ingestion doit pouvoir être une cible multimodale pour contraindre au minimum l'écosystème de la plateforme. Donc l'API, bien évidemment, qui a pas mal le vent en poupe en ce moment, le batch, qui a toujours beaucoup de sens
pour tous les cas d'usage qui ne sont pas de temps réel, qui sont en masse, etc. Le Change Data Capture, au sein du groupe de travail, on avait appelé l'événementiel du pauvre, qui permet de tracer dans les bases de données des systèmes sources les changements sur les données au niveau le plus fin et qui contraint la plateforme derrière à reconstituer un événement plus orienté métier. Et on aurait pu ajouter tout ce qui est streaming de données avec Kafka ou autre, voire de l'événementiel, parce que finalement, la propagation événementielle pour tout ce qui est données unitaires, ça marche toujours très très bien. Une fois qu'on a géré les données, on les stocke. Alors, il y a plein de patterns qui sont possibles, du data warehouse, je dirais entre guillemets, à l'ancienne, au data lake, au data hub, qui est plutôt un concentrateur de données. Et on pourrait depuis en rajouter d'autres sur des entrepôts de données d'entreprise, je veux dire nouvelle génération, type Snowflake, etc. Une fois qu'on a stocké, on traite. Alors, on peut traiter en batch, on peut traiter en flux, on peut faire de l'ETL, peu importe. En tout cas, on prend en général les données brutes pour les transformer en données raffinées, puis en données d'usage. Quand on a bien des pipelines de traitement des données. Une fois que ces données sont traitées, elles sont consommables, il faut donc les diffuser. Et en miroir de la capacité d'ingestion, on a donc cette API de diffusion, cette capacité de diffusion qui également doit être multimodale. API, Data as a Service, on l'appelle un petit peu comme on veut. Donc ça, c'est une pattern de pool où les consommateurs viennent chercher des données dans la plateforme au sens très large du terme, plutôt dans une zone de diffusion. On peut faire de la notification, donc là, c'est plutôt une pattern de push qui a plein d'avantages sur de l'unitaire, et notamment le fait de diffuser de manière proactive les modifications dans le SI. Ça, c'est très bien pour faire de l'intégration interapplicative fortement découplée. On peut avoir toujours du batch, ça marche toujours très très bien. On a plein de cas d'usage en batch, donc il ne faut pas les négliger. Et quelque chose qu'on a appelé les phases data mart, ou peut-être chez les participants du groupe de travail, on appelait ça aussi des agrégateurs, des vues 360, qui permettent en fait d'avoir une vue exhaustive par rapport à un ou des objets métiers de données provenant d'applications multiples et qui sont consommables directement sur des connecteurs type SQL en fait. La dernière étape sur ce pipeline de données, qui est peut-être un peu en parallèle de la diffusion, mais peu importe, là, il y a une jolie roue ici, c'est bien. C'est tout ce qui est exploration de données, à la fois en data visualisation, dashboarding ou en exploration dans les dashboards vers de la BI un peu plus traditionnelle. Et la data science, je ne reviens pas sur la data science, bien sûr. L'intelligence artificielle. Les principales capacités d'une plateforme de données, on a essayé, par rapport à ces capacités, de mener un inventaire qui n'est pas exhaustif, bien évidemment, mais en tout cas issu des retours d'expérience des membres du groupe de travail, des architectures qu'on pouvait avoir derrière. Alors, je ne vais pas vous les expliquer à cappella, mais en tout cas, on peut en dire deux mots rapidement. Les référentiels, je le passe, on les connaît tous, que ce soit du master data management ou pas. Ça, c'est des sujets qui sont largement parcourus. Les puits d'événements, là, l'idée, c'est de capturer des événements qui arrivent sur une granularité plutôt objet métier et d'historiser en empilant les trois dates classiques, la date d'observation, la date de fait et la date de valeur de l'événement, ce qui permet d'avoir une vision, je vais appeler un petit peu sédimentaire, mais en tout cas à date, d'un état stable du SI, et donc cohérent, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on regarde les données du SI elles-mêmes, dans la mesure où on peut avoir des temps de propagation et des temps d'observation différents. Le hub de données, j'en ai déjà dit un mot, ça c'est les agrégateurs 360, c'est une vue orientée consommateur. Si on faisait le pendant avec la BI traditionnelle, ça serait l'équivalent, en tout cas le petit-fils d'un data mart. Le data lake qui est plutôt orienté données brutes. Alors, attention à
à y mettre des choses qu'on maîtrise. On avait eu un retour d'expérience. Certains d'entre vous l'auront déjà entendu, hein, mais j'aime bien la formule. Un des participants qui disait notre data lake est tellement profond que les données n'en ressortent jamais. On peut y déverser beaucoup de choses, mais si on le fait sans maîtrise, sans catalogage, eh bien, on est incapable de l'exploiter. Et à l'inverse, il y a la data flag, j'aime beaucoup le terme aussi, finalement, on est très restrictif, notamment en termes de gouvernance, et on ne met pas grand-chose dans notre data lake, et son utilité est assez limitée. Donc le data lab, qui est le bac à sable du data scientist. Alors attention d'une part à la gouvernance et puis à la sécurité, bien évidemment, à la fois en GDPR et puis toutes les réglementations sectorielles, hein, que ce soit de la donnée médicale ou les réglementations sur les données financières en fonction du secteur d'activité de votre entreprise. Les architectures décisionnelles qu'on connaît bien, donc ça c'est les architectures BI avec ODS, Data Warehouse, Data Mart, donc les pipelines de BI classiques. Deux architectures qui sont très orientées Big Data. Alors, je pense que vous les connaissez globalement. Il y a l'architecture lambda dans laquelle on a deux flux superposés, un flux temps réel, donc c'est la speed layer, et puis un flux batch, l'enjeu étant d'arriver à les réconcilier pour avoir une vision cohérente à date, tout en pouvant traiter des cas d'usage temps réel et des cas d'usage de données froides. Alors, la réconciliation est quand même pas évidente. On a forcément un certain grand écart à faire pour réconcilier les données chaudes et les données froides. Et à un moment donné, on a vu émerger une architecture qui s'appelle l'architecture Kappa, opposition à l'architecture lambda, où on a considéré que tout était flux. Donc même des données froides, même un batch, finalement, c'est un lot qui arrive dans un flux. Beaucoup d'espoir sur cette architecture que personnellement j'ai vu finalement très très peu déployée, et on s'accommode assez bien des architectures lambda. Et la dernière pattern sur laquelle je ne vais pas m'étendre non plus, parce qu'elle est maintenant très bien maîtrisée, c'est le découplage par API, avec API REST, sous-entendu, où on expose des ressources avec un modèle plutôt orienté métier. Et finalement, c'est le point revenu de ce qu'on appelle traditionnellement une fois qu'on sait ce qu'on veut implémenter comme capacité, qu'on a quelques idées de patterns d'architecture, la question c'est avec quoi on le fait. Alors vous avez là sous les yeux une cartographie non exhaustive de tous les frameworks et les technologies qui étaient disponibles en 2017. C'est pas lisible, il y en a plein. Si on mettait à côté les différents images de 2015, 2016, 2017, on verrait qu'il y a une explosion. Je vous rassure de suite, j'ai été regarder celle de 2020, c'est encore pire. Donc le choix est quand même assez compliqué, ce qui pose un problème de rareté des compétences. Donc, bien évidemment, trouver quelqu'un qui soit full stack là-dessus, c'est totalement impossible. Alors, il y a plusieurs stratégies qu'on peut avoir par rapport à ça. On peut se limiter sur les grands clouders, par exemple, les grandes offres technologiques dont on peut supposer qu'elles sont pérennes pour ne pas investir dans les technologies qui seront déjà dépréciées dans 6 ou 12 mois. On peut aussi faire le pari de l'agilité et d'avoir une architecture extrêmement modulaire qui permette d'évoluer assez rapidement. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. En tout cas, quelle que soit la stratégie utilisée, on se retrouve avec une problématique de rareté des compétences techniques, quel que soit le choix qu'on fait. Et on avait eu un retour d'expérience extrêmement intéressant de la Société Générale qui, pour être attractive, avait fait clairement le choix stratégique, c'était un choix de stratégie d'entreprise et pas tellement un choix technologique, de dire voilà, nous on fait open source et on fait de notre contribution à l'open source un levier d'appel des compétences les plus pointues et les plus brillantes sur le marché. Voilà, c'est une des possibilités. Après, il faut voir que
Si on regarde cette atomisation qui continue, hein, il y a aussi une spécialisation de chacun des frameworks. Et finalement, le coût d'acquisition, le coût de montée en compétence sur des frameworks très précis pour des usages très précis, si on a une épine dorsale de la plateforme de données qui est solide, ce coût reste assez faible et on peut se permettre d'expérimenter, de prototyper assez rapidement en se donnant le droit à l'échec, mais en se donnant le droit à l'échec sur des temps très très réduits. Ça, je l'ai vu tourner hein, chez des clients chez qui j'interviens. Voilà, on se donne une semaine, 2 semaines, on teste. Ça marche, on avance, ça marche pas, on arrête, mais on arrête de suite. Juste, Bruno, en fait, je pose une question, et puis il y a Sylvain aussi qui rebondissait là-dessus. Compte tenu de cette explosion de solutions techno, comment peut-on, entre guillemets, je ne sais pas si y a une réponse à ça, mais limiter finalement un risque d'obsolescence très rapide finalement de choix qui ont pu être faits sur tel ou tel composant de la data platform voilà. Et bon, si Sylvain parlait lui du risque, comment investir, on va dire, sur autant de techno sans en connaître la pérennité. Enfin, Oui. Oui. Là, dans les environnements de données, et dans le cloud et dans le big data, c'est sûr que les roadmaps technologiques tiennent autant de la science que de l'art actuellement. Moi, ce que je vois chez les clients chez qui je travaille, et c'était aussi il y a 3 ans, l'avis du groupe de travail, c'est que pour tout ce qui est infrastructure un peu backbone, un peu pérenne, il vaut mieux miser sur des produits qui sont déjà largement diffusés et qui sont adossés à des acteurs plutôt majeurs. Ça, c'est un gage de pérennité. Et puis, en termes de compétences, on a quand même plus de chances de trouver quelqu'un qui connaît une technologie Apache que la technologie d'une startup émergente. Sur des cas d'usage précis, pointus, avec un impact limité, mais sur lequel on peut potentiellement gagner, avoir un ROI important, ça vaut la peine de prendre le risque d'avoir le produit vraiment adapté. Je pense que voilà, il y a une espèce de cadran à faire. Où est mon cas d'usage? Est-ce que c'est une capacité, je dirais presque d'infrastructure de ma plateforme, ou est-ce qu'on est plutôt sur un cas d'usage pointu dans des couches assez hautes d'exploitation de la donnée? Ouais, c'est un peu aussi une appréciation de la rapidité attendue du ROI qui peut concourir à Oui, prendre certains paris, quoi. puis est-ce que c'est amené à faire tache d'huile ou pas? Ça, c'est les deux choses. C'est est-ce qu'on a besoin d'une mise en œuvre très rapide pour un ROI rapide parce que voilà, il y a une contrainte de time to market forte, ou est-ce que finalement, et du coup, est-ce que ça va rester un usage assez limité et pointu qu'on peut se permettre de refondre ultérieurement, ou est-ce que on est sur une capacité socle, auquel cas il vaut mieux prendre un tout petit peu plus de temps et le faire sur une techno plus pérenne, quitte à ce que le framework utilisé demande un petit peu plus de travail pour la mise en œuvre. Ok, on va prendre le temps de l'industrialisation. Il n'y a pas de solution miracle, hein. Comme je disais, c'est autant de l'art que de la science. Il faut faire de la veille technologique. En général, les clients se font accompagner aussi sur ce genre de choses. Et d'un point de vue très pragmatique, ça dépend de l'équipe que vous avez. Il faut travailler avec les compétences qu'on a et qu'on maîtrise. Ce qui amène assez naturellement sur le sujet de la cohabitation entre le legacy et la data platform. Si on se projette en cible et si on rêve un petit peu, le legacy, dans certains modèles, disparaît, ou disparaît en partie. Dans la vraie vie, on se doute bien que ça va cohabiter, voire cohabiter à cible, et que si on veut que ça se passe bien, on a besoin de faire cohabiter tout ça. Du coup, on a un enjeu d'interopérabilité des systèmes qui est assez évident. Il faut trouver les technologies et les modes de communication qui va bien. Si on veut faire communiquer un ERP en AS400, et j'en ai quelques-uns que je pourrais citer comme exemple,
avec un Cloudera ou avec un écosystème AWS, il va falloir mettre en place un certain nombre de choses en termes de technologie, en termes d'interface, en termes de transcodage et aussi en termes de sécurité. On peut avoir des modèles de gestion de sécurité qui sont assez incompatibles, et notamment en termes de granularité. Si on essaie de gérer la sécurité à une granularité fine, quasiment au niveau attribut, dans les data platforms, parce qu'on a de la gouvernance fine en fonction du cas d'usage, et qu'on essaie d'accéder directement sur les ERP, on va juste pas y arriver, parce que les modèles sont totalement différents. Et qui va avec ça, c'est l'alignement des formats. Alors ça, c'est une problématique très très technique, hein, qui vient c'est du vécu des mondes de travail. Le passage des données de l'ancien monde au nouveau monde, ça ne se fait pas nécessairement bien. Alors Sylvain, tu poses la question du coup. Je ne peux pas te répondre comme ça. Ça dépend vraiment de ce que tu essaies d'interfacer et avec quoi tu essaies de l'interfacer. Plus ton système est ancien, plus ça va coûter cher. Je peux parler d'un DB2 AS400 par exemple, avec un ERP qu'il faut interfacer en CDC avec des tables, avec des noms complètement ésotériques. Le retour d'expérience que j'ai, c'est que ça coûte 2 fois plus cher. Tu as 50% du coût d'intégration dans la data platform, là, chez le client chez qui je travaille, c'est l'intégration du CDC par rapport à une intégration sur un format déjà, on appelle ça corps modèle. Voilà. Si on a notre SI source qui est déjà capable de fournir des données au format pivot, ça nous coûte exactement 2 fois moins cher. Le troisième pavé, qui est sur le time to market, c'est exactement le corollaire de ta question, Sylvain. Si on dépense 2 fois plus cher pour intégrer les données dans le data lake, quel est l'impact sur le time to market? On a les temps de développement qui augmentent pour répondre aux besoins. On a potentiellement deux fois la maintenance à faire. Et puis du coup des surcoûts derrière. Donc il y a à la fois le TTM et puis le TCO qui augmente. Du coup, c'est vraiment un enjeu majeur. Comment est-ce qu'on fait ça à moindre coût, avec le plus de rapidité possible? Il faut être extrêmement pragmatique par rapport au cas d'usage qu'on veut mettre en place pour faire un interfaçage à minima. Et le dernier point, qui était sur la synchronisation des données, je vais aller un peu à contrario de ce qu'il y a écrit. On pense, ça c'est un réflexe personnel, quand on fait cet interfaçage-là, on pense souvent au flux. Et finalement, au moment de la reprise de données, on se retrouve parfois assez dépourvu sur les problématiques de migration. Donc là, il faut revenir aux fondamentaux des projets de données un peu old school et bien penser à la migration et notamment à la gestion des identifiants. Et travailler avec toutes les équipes autour de la table dès le cadrage des projets pour s'assurer qu'on travaille à la fois sur les modalités d'initialisation de la plateforme en même temps que les problématiques d'alimentation en flux. Quelques bonnes pratiques. Alors certaines relèvent quasiment de la palissade, mais on s'aperçoit que revenir aux fondamentaux, comme je disais tout à l'heure, c'est toujours important. Alors, rester concentré sur le besoin métier, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça dépend du cas d'usage, ça dépend du cas d'usage, ça dépend du cas d'usage. C'est pas toujours si évident que ça, parce que finalement, identifier les cas d'usage qu'on veut mettre en place et puis migrer cas d'usage par cas d'usage, oui, mais votre plateforme, pour fonctionner, elle va avoir besoin d'un certain nombre de capacités fondamentales qui finalement vont faire un peu exploser le coût de mise en place du cas d'usage de manière unique. La mise en place d'un CDTC ou tout simplement la mise en place d'un data lake pour le premier usage, le coût marginal est énorme. Donc finalement, avoir aussi un programme un peu transverse qui vous permette de faire ces projets capacitaires, c'est pas mal. Par contre, il faut bien le timer. Il faut le rythmer justement. Sur tout ce qui est effectivement notamment lié au cas d'usage, ce qui est remonté, c'est de travailler vraiment par petits pas
par Quick-Win. Et un élément important, c'était de ne pas se brimer, de ne pas se réguler, notamment sur des problématiques légales et qui empêcheraient l'accès à la donnée alors que c'est possible. Ouais, Gilles, je suis revenu. Merci d'avoir repris la main. Vas-y. Désolé pour l'incident technique. Oui, on a vu par pas mal de cas où par peur des conséquences légales, des projets s'auto-bloquaient en fait, au lieu d'essayer d'aller au bout et de travailler avec le métier ou le juridique, presque a posteriori, mais au moins après le cadrage, pour regarder s'il y a des choses qui sont faisables. Et on s'aperçoit que la DSI, un peu par peur du juridique, dit attends, non, ce projet-là, je le sens pas, on va pas le faire. Alors que finalement, il y a des solutions plus contractuelles, administratives, ou en modifiant un peu les cas d'usage, qui permettent d'avancer. La transparence, ça c'est quelque chose qui est hyper important, surtout quand on démarre, c'est de montrer ce qu'on fait, de communiquer pour susciter les vocations, je vais dire, au niveau des métiers en particulier, au niveau des décideurs et puis lever les résistances. S'organiser de manière inclusive, ça rejoint clairement l'agilité à l'échelle. Ça va bien ensemble, en fait, la donnée et l'agilité, surtout quand on veut casser les silos. C'est d'avoir tout le monde autour de la table, tout simplement, et puis de ne pas hésiter à décentraliser. Donc, on en parlait, hein, les aspects conformité métier, tout ce qui est stewardship, et vraiment essayer de faire monter les gens à bord en amont. Même si la contribution n'est pas totalement active, ça leur permet, ça permet à tout le monde de savoir ce qui se passe. C'est lorsqu'il faut contribuer, d'être déjà complètement onboardé et de s'être approprié le projet. Il faut pas hésiter à aller sur du service managé et moins gérer son infrastructure, parce que pour la plupart d'entre nous, la gestion de l'infrastructure, c'est pas notre cœur de métier. Et donc utiliser des services managés dans le cloud quand c'est applicable, ma foi, ça permet de gagner énormément de temps, parce qu'il n'y a pas d'investissement capacitaire à faire pour monter la plateforme. Et c'est aussi une grosse économie de coûts, parce qu'on paye à l'usage, et que finalement, en dehors des pics de charge, tout ça ne coûte pas grand-chose. Oui, donc je vous propose donc de refaire rapidement une petite aventure pour finir notre parcours de quiz. Donc voilà, aventure 3, donc avec trois petits quiz sur ce sujet architecture data-centrique, juste pour se fixer les idées. Une plateforme data. Donc c'est la fameuse roue de l'aventure data-centrique. Donc là, en gestion, stockage, traitement, diffusion, exploration, fondamentaux. Donc les pièges, voilà, on parle d'ingestion et pas de digestion. On parle de stockage et pas d'enfouissement. Ça, c'est le cas des data lakes dont rien ne ressort. Et le sujet de la désimbrication est pas tout à fait attendu là-dessus. Donc exploration, stockage, diffusion, ingestion. Alors sinon, donc les patterns d'architecture de SI data-centrique, donc cette fameuse dualité, l'architecture Lambda, architecture Kappa, que Bruno nous a expliqué. Il ne nous a pas parlé de l'architecture Grand Beta. Je vais y réfléchir. Et
vais réfléchir. Hein, je pense que là, il y a une innovation en cours. Là. Voilà. Et bon, si les référentiels sont majeurs, on n'est peut-être pas sur une pattern de geyser de référentiels. Ça, je pense que dans certaines entreprises, on en serait ravis. Enfin bon, voilà. Et le plus d'événements que rappelait Bruno. Et puis les forces de l'architecte, alors ça c'est un petit peu d'anticipation de ce qu'on va aborder là rapidement en chapitre conclusif. Sa connaissance du SI, hein, et autant sur les informations et tout particulièrement les référentiels, mais aussi sur les flux, les sources, les cycles de vie de la data. Sa connaissance de la sémantique des objets propres à chacun des métiers, hein, donc ça c'est sa position l'aide à être, on va dire, dans cette connaissance sémantique. Et puis aussi son savoir-faire pour l'alignement des pratiques opérationnelles et des règles de gouvernance métier. Ce n'est pas forcément une responsabilité reconnue a priori sur les activités autour de la donnée. On va en parler tout de suite. L'architecte d'entreprise a une contribution essentielle à apporter. On n'est pas, je dirais, immédiatement reconnu sur ce sujet data. Et pourtant, on a beaucoup à apporter. Donc, sur les trois sujets qui sont indiqués ici tout particulièrement. Alors sur la gouvernance, compte tenu aussi, bien évidemment, des difficultés, on va dire, et potentielles de la mise en place d'une vraie data gouvernance, mais en attendant, ce rôle de co-animateur de la politique de gouvernance et la capacité, donc aussi la connaissance sur les possibilités d'alignement de pratiques opérationnelles par rapport aux règles de gouvernance, c'est des points sur lesquels l'architecte est bien placé. Les deux autres points, ils sont très très forts. Il y a la position forcément transverse, on va dire, de l'architecture d'entreprise. Alors, trait d'union, connaissance des différents silos et de leurs zones de recouvrement, de leurs zones de friction, et vraiment dans un trait d'union entre silos métiers et acteurs de la DSI. Et donc ça, par rapport aux ambitions qu'on peut avoir de traitement de la data dans un mode plus transversal, c'est bien évidemment majeur. Et la connaissance du SI, hein, il y a 3 points qui sont cités ici, mais enfin bon, c'est globalement donc cette connaissance d'ensemble du SI, des données sous-jacentes, surtout à un grain de type objet métier, des référentiels, des flux, etc. De la sémantique, on en parlait un petit peu plus haut, et de la connaissance aussi des liens entre systèmes applicatifs internes, mais aussi d'échanges avec l'extérieur. Donc, c'est trois thématiques, gouvernance, transversalité, connaissance du SI, qui posent quand même l'architecte d'entreprise comme ayant réellement une contribution. Oui, alors, finalement, alors ce qu'on s'était dit il y a 3 ans, c'est intéressant de revoir ça avec un peu de recul. Au moment où ces histoires de data centric, de plateformes de données émergeaient, on s'était reposé la question du rôle de l'architecte d'entreprise en se demandant si tout n'allait pas être bousculé. Et finalement, non. Alors, on voit que l'essentiel, ça reste les classiques de l'architecte d'entreprise, de porter la vision stratégique à moyen terme, d'organiser les données, identifier les points de vérité, etc. etc., etc. Je ne vais pas vous les lire, vous avez sous les yeux, de toute façon, vous les connaissez. Il y a 2 points qu'on avait identifiés comme étant différents, changeants. Le premier, c'était la question autour du data catalogue. Ça, c'était un peu le serpent de mer. Et on se disait, finalement, le data catalogue, c'est le point critique du passage à l'échelle. Si on n'a pas un catalogue des données au début du data centric, c'est pas très grave, mais à un moment donné, et c'est porté par le big data, si on veut vraiment monter en gamme et déployer à grande échelle, ça sera vraiment nécessaire. Je pense que c'est quelque chose qui est plutôt confirmé. Et le deuxième point de questionnement qu'il y avait au sein du groupe de travail, c'était la collaboration avec le Data Office. Parce que les responsabilités peuvent se recouvrir. Il fallait articuler les travaux de modélisation, comme le Data Office est propriétaire du modèle de données ou pas. Enfin voilà, tout ça c'était un petit peu compliqué. Et on avait vu une pratique émergente qui était d'avoir des architectes au sein de l'équipe Data Office. Je pense que les missions sont un peu mieux défini. On en a parlé tout à l'heure et puis je vous renvoie sur le projet sur la diversité des approches des parties prenantes autour de la donnée. On voit que 3 ans plus tard, les rôles se sont un petit peu plus figés et que cette zone de recouvrement a globalement disparu. Alors,
Rapidement, pour repointer sur le positionnement des sujets data dans la trame des activités de l'architecture, bon, trame qu'on est en train de réviser par ailleurs. Bon, l'appui à la définition de la vision cible et à la gouvernance des données, on a bien évidemment l'importance de la contribution de l'architecture d'entreprise dans la proposition d'une vision de l'architecture des données en cible. Et puis, c'est aussi ce sujet d'intégration de la politique de data governance dans le pilotage même de l'architecture d'entreprise. C'est des points qu'on va renforcer dans la version révisée sur laquelle on travaille cette année. Sur le point suivant, donc on a bien évidemment cet appui à la réalisation des socles data, et ça c'est tout un ensemble de travaux très, très conséquents. On en a beaucoup parlé, les référentiels, mais aussi les middleware d'échange qui sont nécessaires, et la contribution même, je dirais, aux réflexions d'architecture de plateforme data. Et le dernier point, c'est l'appui à la maîtrise des données dans les projets structurants. Aider ces équipes-là dans les études d'impact sur la sensibilité de telle ou telle donnée, tel objet métier qu'elles vont mettre en œuvre, les aider à mieux se diriger rapidement vers les bons sujets de réglementation qui vont les concerner, voire une expertise en termes de modélisation. En conclusion du projet sur le data centrique et un petit peu sous un mode verbatim, on avait identifié des pratiques qui sont parfois négligées, le parfois étant quasiment ironique. Alors c'est un petit peu pointu parfois, mais ça nous avait semblé être des points importants. Le lien entre le glossaire métier et le dictionnaire de données. C'est vraiment la traçabilité entre les couches. On l'a basé sur des REX qui, au contraire, on n'avait pas ce lien entre les couches. Et finalement, on ne retrouvait plus vraiment nos petits au sein des projets, entre le glossaire et les données qu'on avait sous les yeux. Donc, bien faire attention à ça et bien garder l'alignement. Donc, utiliser le glossaire comme point d'entrée pour le dictionnaire. Les référentiels, toujours les référentiels, je le redis mais je ne m'étends pas. Documenter la trajectoire SI et le cycle de vie des données. Si je le prends à l'envers, il ne faut pas voir le modèle comme une photo instantanée, comme une topologie un petit peu figée. Si on veut maîtriser l'architecture des données, il faut prendre en compte le cycle de vie et l'aspect dynamique de la donnée qui peut évoluer au cours du temps. Et le seul moyen de le maîtriser et de le diffuser, c'est de le documenter, tout simplement. Les règles d'intégrité, alors ça, c'est un focus sur la qualité de données. On implémente des règles de contrôle de l'intégrité de la donnée. Si on fait le job correctement, quand on fait l'ingestion, quand on fait la transformation, forcément, c'est fait. Par contre, quand on passe à l'échelle, si on n'a pas documenté, on se retrouve avec un plat de spaghettis interne où on ne sait plus pourquoi, à tel endroit, on fait telle chose et pourquoi on contrôle ceci et pas cela. Je le disais tout à l'heure, la qualité de données, c'est quelque chose qui est assez contextuel. Donc, gérez-le en référentiel. C'est le conseil du groupe de travail. Et puis, une évidence qu'il faut toujours rappeler, partager l'information avec les métiers. C'est le métier qui connaît la donnée, c'est la donnée du métier. Donc, animer une communauté de data owners si vous avez la chance d'en avoir une. Et puis, afficher les principes de gouvernance de la donnée et partager. Oui, donc en fait, on retrouve ce slide qu'on a déjà passé. Donc, l'idée, bien évidemment, c'est que l'architecte d'entreprise puisse se mettre en collaboration de toute une diversité d'acteurs et finalement gagner sa légitimité. Donc en fait, on est dans une situation où on n'a pas, entre guillemets, de légitimité a priori sur ce sujet de la data. On n'est pas en situation de responsabilité sur les données. Ce sont les acteurs métiers notamment, et puis aussi d'autres catégories d'acteurs, les data scientists, etc., qui ont cette légitimité par nature, je dirais, de par leur connaissance de la donnée. Donc le positionnement à avoir pour pouvoir apporter la valeur ajoutée qu'on évoquait 2-3 slides avant, il est celui d'être finalement dans une posture de contributeur, de facilitateur. On peut enchaîner sur la fin du slide. Et donc ça se matérialise
beaucoup d'écoute, par la capacité à relativiser aussi, à intégrer les enjeux de chacun et du coup à s'adapter à chacun de ces enjeux pour pouvoir mieux accompagner les différents types d'acteurs. Beaucoup expliqué. Je pense qu'il faut arriver à être compris par ces différents acteurs et gagner finalement sa légitimité. Et puis, produire de la valeur reconnue par tous. Et ça, on a vu tout à l'heure les 3 grandes thématiques où l'on peut apporter de la valeur. Gouvernance, transversalité et connaissance. Et donc, pour conclure complètement, comprendre les motivations de chacun pour trouver les bons leviers, ça passe par cette roue, on va dire, l'identification des acteurs, de bonne qualification de leurs intérêts, d'identifier des enjeux communs pour renforcer la transversalité nécessaire à la valorisation de la data. La dimension soft skill, très très important, maîtriser des techniques de communication, adapter sa posture selon les acteurs. Donc voilà ce qu'on voulait vous passer, on va dire, comme message.